J'ai entendu Didier Deschamps en parler. Didier Deschamps a été questionné évidemment en conférence de presse au sujet de l'équilibre de l'équipe de France pour savoir comment elle allait évoluer cette équipe. Et évidemment, en filigrane reviennent toujours, c'est un peu notre lubie aussi, le passage au 4-3-3 ou avec un milieu de terrain un peu plus développé. Et Didier Deschamps, il a eu cette réponse assez simple quand la question lui a été posée. Mais vous demandez si on peut y arriver comme ça. Et il a dit, on l'a fait il y a 4 ans. Alors, Cyril, qu'est-ce que tu penses de cette décla si tu dois comparer les deux configurations de l'équipe de France? Que Michael Olise n'est pas Antoine Griezmann, si je devais résumer. Didier Deschamps, il veut nous faire croire que le schéma est le même. On a envie de lui répondre ce que disent à chaque fois les entraîneurs quand on pose ce genre de questions. Le plus important, c'est pas le schéma, c'est l'animation. Et dans l'animation, le profil de Antoine Griezmann et de Michael Olise est ultra différent. Vous avez un profil radicalement offensif avec Michael Olise. Il fait beaucoup de travail défensif, évidemment, mais souvenez-vous de la Coupe du Monde 2022 d'Antoine Griezmann, dans le sacrifice. Antoine Griezmann, c'est un mec, s'il pouvait jouer sous la boue, à faire que des tacles, ce serait son plaisir ultime. C'est vraiment quelque chose qu'il adore, le combat dans le football, les tacles, aller récupérer des ballons. Et moi, j'ai une image de lui, je crois que c'est en demi-finale face au Maroc, où sa hitmap, c'est presque dans la surface française à dégager des ballons. Donc, il y a un sens du sacrifice et une interprétation du rôle dans ce 4-2-3-1, qui était en réalité plus un 4-3-3 d'Antoine Griezmann, qui était sublime. Michael Olise, il n'est pas parti pour faire ça. Donc, moi, je veux bien que Didier Deschamps nous dise c'est le même schéma, et il y a 4 ans, on a été en finale. Ouais, c'est le même schéma, mais c'est pas du tout la même animation. Et on le voit, ces Bleus sont quand même beaucoup plus exposés qu'ils n'étaient en 2022, où mine de rien, il y avait un bloc au milieu de terrain qui était dur à contourner. On avait un Ousmane Dembélé qui était simplement là presque pour défendre sur son couloir. C'est pas du tout le même registre, et pour Dembélé et pour Oli jusqu'à présent. Moi, dans l'histoire de l'équipe de France, j'ai rarement connu une telle réinvention d'un joueur que celle d'Antoine Griezmann en 2022. Didier Deschamps nous compare son 4-2-3-1 avec 4 joueurs très offensifs, avec son 4-3-3, avec Griezmann qui était milieu droit, milieu relayeur droit. Évidemment, ça n'a rien à voir, parce que justement, déjà, tu l'as dit, Griezmann, c'est pas Olise, Olise, c'est pas Griezmann. Il y en a un qui a un vrai numéro 10 porté vers l'avant, joueur soyeux. Et puis il y a un autre qui a aussi de la soie sur les chaussures, mais qui était capable de salir le short. Et je me suis amusé justement à chercher s'il y avait des chiffres sur ce qu'il a fait en 2022. Et c'était très intéressant parce que j'ai retrouvé au hasard. Il a déclenché 101 pressings contre le Maroc en demi-finale, Antoine Griezmann. C'est-à-dire plus d'une fois par minute. C'est-à-dire que le type, alors il y avait du temps additionnel évidemment, ou au moins une fois par minute. C'est-à-dire que le type, quasiment tout le temps, il était tout le temps à haute intensité. Et c'est le 3e joueur de l'équipe de France, et c'était avant la finale, ça, derrière Tchouaméni et Konaté, à avoir fait plus de tacles et d'interceptions. Le type est censé être milieu offensif. Donc voilà, je veux dire, c'est absolument pas comparable. C'est comme si, sinon, si vous les comparez, vous reculez Olise au milieu de terrain et vous lui demandez de faire le boulot de Griezmann en 2022. Et ça, l'équipe de France 2022 ne serait pas allée aussi loin sans cet Antoine Griezmann. Ou si, à l'inverse, vous décidez de donner à Désiré Doué ce genre de travail s'il était sur le terrain. Donc ça, c'est pas comparable. Et il y a 2 autres choses qui sont pas comparables pour moi. C'est que dans cette équipe, alors vous regardez les 2 équipes, elles se ressemblent un peu. Il y a 6 joueurs en commun sur les équipes types. Il y a 2 autres choses qui changent. C'est Olivier Giroud, le profil d'Olivier Giroud, qui est un attaquant travailleur, qui redescend, qui presse, qui aime le combat. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Mbappé fait un peu d'efforts, c'est sûr, beaucoup plus d'efforts qu'en 2022, mais n'empêche qu'en 2022, c'était 10 joueurs vraiment qui défendaient. Et le 10e joueur qui défendait, c'était celui qui était à droite, c'était Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'était le Dembélé pré-Ballon d'Or, celui à qui on demandait de sécuriser le côté droit. Aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit plus tôt dans la semaine, ce serait dommage de lui demander ça, parce que quand on a un Ballon d'Or, on le veut plus. C'est ce qu'il a fait contre la Norvège qu'on a envie de voir. Donc je trouve que les 2 situations n'ont vraiment pas grand-chose à voir. Et il suffit vraiment de se pencher. Évidemment, Antoine Griezmann est l'élément, on va dire, qui ressort de tout ça, de cette différence. Martin, méthode Coué de Deschamps, ou il est un peu aveuglé et il ne veut pas reconnaître ça? Tu le connais par cœur. C'est juste pour nous faire taire. Parce qu'il n'y avait même pas eu de question là-dessus. Et il n'y avait même pas eu de question dessus. Et c'est lui qui a dit, je sais que vous, c'est un sujet pour vous. Mais donc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette intervention de Didier Deschamps? Alors d'abord, je vais être tout à fait franc, je me suis fait bouger par un monsieur de la FIFA qui a été très franc, mais très direct dans ses propos, donc j'ai dû changer de cadre, comme vous le voyez. Donc, je n'ai pas entendu toute l'intégralité de votre intervention là-dessus. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, là encore, Didier Deschamps, il nous embobine. Il nous embobine parce que
Vous savez, pour avoir un peu travaillé sur le personnage, on m'a dit de Didier Deschamps que lui, il vient en conférence de presse avec ce qu'il a envie de dire. Et même si des questions n'ont a priori rien à voir avec le sujet dont il veut parler, eh ben, il l'amène sur la table pour faire passer des messages. Ça, c'est la marque des grands communicants. Ça, c'est la marque des très grands communicants. Le sujet 2022, c'est vrai que personne ne l'a demandé, mais c'est un de ses mantras depuis un an. En gros, ce qu'il nous dit, c'est non, on ne prend pas de risque, on en prenait déjà en 2022, mais ce qui est factuellement, parce que lui, il aime bien utiliser cette expression, c'est factuellement faux, puisqu'Antoine Griezmann était un milieu relayeur, et je ne vois pas Olysée comme un milieu relayeur, mais plus comme un numéro 10 à l'ancienne. Donc ça n'a absolument rien à voir. Sinon, il faudrait comparer l'activité défensive, le volume de jeu de Michael Olysée à celui d'Antoine Griezmann. Et là, je pense qu'on aurait aussi des gros problèmes parce que ça n'a absolument rien à voir. Et j'ai juste entendu la fin de ton intervention, Maxime, mais je suis tout à fait d'accord avec toi aussi sur le rôle d'Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas demander la même chose à Ousmane Dembélé que ce qu'on lui demandait en 2022, quand il n'était ni ballon d'or, ni capable de marquer 3 buts dans 25 minutes en Coupe du Monde. Donc, c'est deux situations qui sont complètement différentes. Et d'ailleurs, ce n'étaient pas les mêmes matchs non plus. C'est-à-dire que l'équipe de France n'avait pas le même poids en attaque. Et qu'en défense, bah oui, tu étais un peu mieux équilibré dans ce qui, j'allais dire, dans ce qui ressemblait. Non, c'est pas ce qui ressemblait, dans ce qui était un milieu à 3. Alors, moi, je suis pas fan des discussions tactiques, effectivement, milieu à 2, milieu à 3, sentinelle, double pivot, tout ça. C'est des choses qui me gavent un peu. Mais en revanche, oui, il y a 2 milieux d'un côté, il y en a 3 de l'autre. Et mathématiquement, factuellement, c'est différent. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, messieurs, parce que bon, je partage ce que vous avez dit, mais Nira nous souligne quelque chose aussi. Il y a aussi quelque chose, pourquoi ce sujet est autant revenu sur la table, c'est qu'on est exposé, mais aussi parce qu'on a des latéraux qui sont en grande difficulté individuelle, ce qui était beaucoup moins le cas en 2022. Théo Hernandez, ça n'a jamais été l'assurance touriste derrière, mais c'était quand même un autre Théo Hernandez, et on n'avait pas un Jules Koundé la tête dans le sac comme il est actuellement. Alors, je réponds très vite. Moi, je pense qu'ils étaient mieux protégés. Je suis pas d'accord. Ils étaient mieux protégés, ça se voyait moins, tout simplement. D'où Dembélé sur le côté droit, et à gauche, ça pouvait travailler. Et il y avait un milieu à 3, et il avait Rabiot devant lui. Aujourd'hui, ils sont un peu moins protégés, un peu plus exposés, évidemment, ça se voit plus. Mais honnêtement, le niveau de Théo-Hernandez de 2022, moi, il me offensivement, c'était intéressant avec Mbappé. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi, Maxime. Et Koundé à droite, si on met Dembélé à droite, c'est parce qu'on n'est pas sûr de Koundé. Donc pour moi... Non, je pense que là, ça se voit plus. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans cette discussion-là, c'est parce que vous avez un milieu qui est moins, enfin pas moins travailleur, où il y a moins de monde pour travailler. Voilà. Et je termine très vite sur Griezmann. Enfin, je pourrais parler des heures de Griezmann. C'était tellement fantastique d'avoir retrouvé ces chiffres-là. Ça m'a fait revenir 4 ans en arrière. Et souvenez-vous quand même que quand la Coupe du Monde 2022 commence, on ne sait pas que Griezmann va jouer dans ce rôle-là. Et on se rend compte que, et on se regarde à un moment, on se dit, ah mais là, il joue numéro 8. Et le type fait ça avec une maestria, mais vraiment exceptionnelle. Non, Hernandez, il ne fait pas une super Coupe du Monde défensivement en 2022. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Il apporte beaucoup devant, mais derrière, alors, il a encore baissé, je pense, mais c'est pas un défenseur exceptionnel. Il provoque un péno. Enfin, il fait derrière. Je parle de derrière. Par contre, il apporte devant. Et là, ça change tout sur son impact sur le match. Et Jules Koundé, sa compétition de référence, c'est l'Euro. C'est pas la Coupe du Monde 2022 non plus. Donc, je mettrais pas ça. Je mettrais pas les latéraux comme une différence majeure aussi entre 2022 et 2026. Je pense qu'effectivement, ils sont un petit peu moins bons, mais c'est pas ce qui fait basculer l'ADN de cette équipe de France. Ouais, le côté droit, quand même, c'était quand même un côté droit assez lénifiant quand même pendant la Coupe du Monde 2022. Et à gauche, Théo Hernandez. Mais justement, je vais rapporter ça à 2026. Je pense que le Théo Hernandez de 2022 est beaucoup plus adapté à cette équipe de France-là, qui est beaucoup plus sécure. Et donc, on peut se permettre de la voir qui monte. Aujourd'hui, le problème, c'est quand tu as Théo Hernandez à côté de Lucas Digne, tu te dis, il va y aller, mais bon, le problème, c'est que ça va laisser des trous derrière. Donc, c'est aussi ça. On voit que c'est intéressant d'ailleurs comme discussion parce qu'on voit que c'est pas l'histoire d'un joueur, mais c'est aussi un joueur dans un environnement, dans un système qui fait que il va être plus utile, moins utile, plus performant, moins performant, parce qu'il ne dépend jamais que de lui-même. Ses performances, ne dépendent pas seulement que de lui-même. Moi, j'ai une autre question, Martin, que j'aimerais bien qu'on arrive à poser à Didier Deschamps avant la fin de la Coupe du Monde, mais on a vu par séquence... Si on me donne la parole, avec grand plaisir. Ouais, on a vu par séquence du pressing haut, initié notamment par Dembélé, initié par Mbappé.
à mes yeux, hein, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau en équipe de France, Oui. surtout dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. Est-ce que là aussi Deschamps peut s'être mis un peu au canon actuel du football et avoir dit, bon bah, je vois ce que Ousmane a fait avec le Paris Saint-Germain, ce serait bête de ne pas essayer. Olysée le fait très bien aussi, il défend en avançant. J'ai des centraux avec Saliba et Upamecano qui savent très bien gérer aussi ces phases de jeu-là avec une ligne haute et pas se faire prendre dans le dos. Est-ce que c'est possible que ce soit aussi une directive de Deschamps de dire, bon bah, avant on était quand même dans un bloc médian où on était en capacité de juguler, là, venez, on va les chercher haut. Est-ce que tu vois Didier Deschamps pouvoir faire ce genre de switch-là tactiquement? Ah bah, je pense que ça infuse quand même, hein. Ça infuse ce que montre le PSG depuis 2 ans. Et je pense que c'est dur de rester hermétique à ça. La défense haute, Upamecano et Konaté, ils sont toujours, et Saliba, même si un peu moins Saliba, mais quand même, ils sont toujours allés chercher leur attaquant sur la ligne médiane. La vraie nouveauté, effectivement, c'est Mbappé. Mais Mbappé, il l'a annoncé sur cette Coupe du Monde. Et Didier Deschamps, là aussi, il a joué le bon rôle en conférence de presse en nous disant non, 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 mais attendez, moi, ça fait quand même des mois et des mois que je vous répète qu'il est capable de le faire, qu'il va le faire, qu'il le fait, qu'il défend, etc. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été aussi évident qu'à ce moment-là. Je rappelle aussi que lors du dernier Euro, Mbappé se prend un coup de boule. C'est un coup de boule? Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, il se pète le nez dès le premier match, Ouais. qu'il est pas, et qu'on sait qu'il est blessé du début à la fin, et donc il n'a pas ses pleines capacités physiques. Là, tu sens que c'est un Mbappé qui est, voilà, qui roule sur tout le monde. Et donc, effectivement, ça aide à mettre en place ce pressing très haut. Parce que quand tu as un mec comme lui qui fait l'effort, forcément, ça diffuse et ça fait tache d'huile sur le reste de l'équipe. J'ai Bogren qui nous dit, alors j'ai du mal à me faire comprendre Bogren. C'est quoi ce délire qu'un BO, un ballon d'or, ne peut pas défendre, on peut faire les deux, il sera d'autant plus grand. Non, ce que je veux expliquer, c'est que tu ne peux pas, même aux yeux du grand public, cantonner Dembélé à ce qu'il a fait en 2022. Si Dembélé fait en 2026 la Coupe du Monde qu'il a fait en 2022, qu'est-ce qu'on va dire? C'est raté. Et pourtant, il était ultra utile, comme Matuidi, il était en 2018. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, Dembélé, tu dois l'avoir offensivement. C'est pour ça qu'on a apprécié son match contre la Norvège. On lui dit pas de mettre 3 buts à chaque fois, mais on ne peut pas se limiter à ça. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dis ça, tu vas dire, bah non, moi si c'est pour avoir un joueur qui bouge un côté, j'aime autant le mettre au frais, parce qu'un ballon d'or comme lui, et vu ce qu'il sait faire, ça serait vraiment dommage de le cantonner à ça. Mais c'était presque ce qu'on s'était dit après le Sénégal, Oui, en se tout à disant, fait. bah, en fait, Si s'il est c'est pour pas ça. bon dans cette équipe de France, Exactement. bah, retrouvons le Dembélé de 2022. Bon, la suite nous a donné un peu tort. Et Nira nous dit, tout le monde sur le plateau était très sceptique quand Mbappé a annoncé qu'il allait défendre plus. Petit mais Oui. pas donc. Oui, c'est vrai, on va en parler Ah oui. juste après de Kylian Mbappé. Mais oui, en l'état, on ne s'attendait pas à une dimension telle de la part du Français. J'aimerais juste qu'on reste... Ouais, vas-y, Maxime. Très vite là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on l'avait dit. Moi, le premier, j'avais dit, vous allez voir, contre le Sénégal, il va mettre un doublé, on aura oublié. Après, on va y aller doucement. Hein. Ouais. Oui. Il fait pas non plus, il Oui. fait pas 10 000 km par match. C'est ça. Mais il a fait des choses visibles. Voilà, en fait, c'est regardez ça. ce qu'il fait. Il est très malin sur les 6 mètres, notamment. Ouais. Quand il sent l'odeur du sang, il y va. Mais on n'est pas non plus sur. Mais c'est ce qu'on lui reprochait. On lui Oui, disait voilà. tu pourrais faire semblant parfois. Exactement. Et Mais il a bien fait semblant. Et il a même il l'a récupéré fait, je des crois, ballons. contre l'Irak. À un moment, c'était plutôt utile, mais non, pas contre l'Irak, pardon, contre la Norvège. Je sais plus, mais en tout Non, cas. mais même contre la Norvège, Mais à un moment, il récupère le ballon presque à la ligne médiane Ouais, ouais. après une course. Voilà, on n'est pas non plus mais c'est nouveau. Tout à l'heure, je disais Antoine Griezmann Mais qui a Mbappé- déclenché son pressing contre le Maroc. On n'en est pas là quand même Ouais, non. encore. Mbappé, il est très intelligent. Alors, je ne veux pas faire ma langue de Oui. vipère. Non, Mbappé, il sait que ce qui est important, c'est de faire et de montrer qu'il fait. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour lui. Et dans cet art-là, il est le meilleur. Donc, quand il fait un sprint face à l'Irak, face à la Norvège, pardon, qui fait un repli, il sait à quel moment il le fait. Et je peux vous dire qu'en salle de presse, en plus, c'est des salles de presse qui sont fermées, tout le monde a applaudi et tout le monde s'est marré parce que ça se voyait que c'était gros comme une baraque. Voilà. Mais on va pas lui reprocher de ne pas le faire hier et de le faire aujourd'hui. Oui, Donc, il voilà. faut être aussi cohérent dans ce qu'on dit. Et Mais oui, c'est pas Dembélé du PSG non plus. Didier, Mais c'est bien, Didier c'est très Deschamps. Ah bah oui, c'est très bien. Et Didier Deschamps l'a quand même redit tout à l'heure au début de son intervention en disant, écoutez, c'est-à-dire on va en parler après de Mbappé, oui, il défend, il sait défendre, il défend un peu plus, mais il marque surtout beaucoup plus que les autres. Et c'est ça qu'on attend de lui. Donc si c'est pour qu'il aille se cramer à faire des courses pendant 60 minutes pour plus rien avoir dans les chaussettes sur les 30 dernières minutes, ça ne sert à rien. Donc voilà, il le fait un peu plus, c'est très bien, on est le premier à le dire, et on sent qu'il est vraiment dévoué à cette cause-là. Et on ne va pas non plus le faire passer pour
Ouais. grand défenseur. Martin, moi j'ai 2 questions pour toi, parce qu'on a beaucoup parlé de la conf de Didier Deschamps. Celle d'Adrien Rabiot avait des choses intéressantes aussi, j'ai trouvé. La première question, c'est comment tu expliques qu'Adrien Rabiot ait changé de discours? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous dit « Moi, j'ai pas trouvé qu'on avait tant subi que ça défensivement ». Or, après le Sénégal, si je dis pas de bêtises, il dit « Ouais, quand même, c'était compliqué parce que devant, il perdait tous les ballons et on était très vite exposé ». Et la deuxième chose, est-ce qu'on est d'accord que la réponse d'Adrien Rabiot sur les différences entre Tchouaméni et Koné enterre complètement le débat, si tant est qu'il y avait un débat, sur le fait de savoir que ce sera Tchouaméni titulaire, simplement parce qu'il colle beaucoup plus aux besoins du 4-2-3-1 actuel? Alors sur la première question, je nuance un peu. Il avait dit qu'effectivement, ils avaient pris des vagues en première période face au Sénégal. Mais de toute façon, ton discours est beaucoup moins cadré quand tu viens de te taper 90 minutes contre les Sénégalais que quand tu arrives en conférence de presse et que tu fais 25 minibus avec l'attaché de presse à côté de toi quand même. Bah, tu vois, c'est évidemment que ça va pas être. Non, mais ça va pas être le même discours. Évidemment qu'il va dire à la veille de France-Suède que l'équipe est exposée, qu'il y a des problèmes, qui concède beaucoup trop d'occasions. Là. Pourtant, Adrien Rabiot a une parole assez libre, beaucoup plus libre que certains autres, du fait de son expérience et puis du fait de sa personnalité aussi. C'est quelqu'un que je pense qu'il est plus difficile de cadrer que d'autres. Et on peut croire aussi que ce qu'il a dit, il le pense vraiment. Je pense qu'on peut le croire aussi. Mais malgré tout, ce n'était pas le théâtre ici pour s'épancher sur les difficultés de l'équipe de France à contenir la menace adverse. Il dit quand même aussi, il le dit parce qu'il faut écouter sa réponse jusqu'au bout, que si toutefois ça devait mal se passer, que l'équipe de France a d'autres solutions. Et ces autres solutions, c'est quoi? Certaines choses. Voilà, rectifier certaines choses. C'est de passer un milieu à 3, ou c'est de discipliner les mecs de devant, ou c'est densifier le milieu de terrain. Il y a plein de... Donc lui, il ne ferme pas totalement cette porte-là. Ce qui me fait dire que quand même, il voit bien, et on le voit tous, on voit tous les mêmes matchs, que l'équipe de France est quand même exposée, mais ce qui est normal et ce qui est assumé. Donc à la limite, ce n'est pas très grave. Quant à la deuxième question dont je ne me souviens plus, j'aurais été sûr que tu allais me faire ça. Rabiot sur Tchouaméni Koné, pardon. Ah mais Cyril, j'ai du mal à me concentrer sur ce qu'il faut que je mette dans ma valise pour venir au stade. Tu crois que je vais retenir de questions sur Tchouaméni Kanté, évidemment que... $260. Je vais me la prendre. Je vais aller au NBA Store, puis on ne va plus en parler de cette Desdenix, on ne va plus en parler. Bref, sur Tchouaméni Kanté, sur Tchouaméni Koné, vous me faites dire des bêtises. Ah, non, mais qui a pensé une seconde qu'il y avait un débat? Qui? Honnêtement, même après France-Norvège, Tchouaméni il est revenu, il a montré qui c'était le patron, il a montré qui rattrapait les coups. Koné, c'est très bien, et je le répète ici pour une énième fois, dans un milieu à 3 où tu as besoin d'un milieu qui se projette un petit peu plus. Dans un milieu à 2. En 16e de finale, donc au moment où ça peut te coûter quand même ta place ici, tu ne mets pas Koné d'entrée, même s'il fait de très belles choses. Si tu es mené à 80 minutes de la fin et qu'il faut aller percer le coffre-fort suédois, oui. À 0-0 au début du match, non. Et puis Rabiot et Tchouaméni, c'est l'expérience, ça marche. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais remis en cause cette paire-là, alors que très souvent, on entend Tchouaméni, il ne fait plus rien. Rabiot, il joue à Milan, il ne joue pas avec des champions. Non, ça a marché, ça marche, ça marchera. Laissons-leur les clés. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça me faisait penser, j'étais un peu dans mes pensées avec Rabiot, c'est vraiment, ça c'est un mystère. Un jour, il faudrait percer ce mystère-là. Alors c'est peut-être parce qu'il ne joue pas la Ligue des Champions depuis un certain temps, peut-être parce qu'il a un caractère un peu particulier, mais la remise en cause permanente de Rabiot me fascine. Et il a un style de jeu, il n'est pas clinquant en fait, Adrien Rabiot. C'est l'efficacité incarnée, mais c'est pas un joueur clinquant. Alors pour regarder, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vous voyez la vidéo Guy Stéphane, quand il est dans le vestiaire de l'équipe de France, regardez, il y a Rabiot qui est en caleçon, regardez le buffle que c'est. C'est-à-dire, quand vous l'avez sur le terrain, c'est monstrueux. Et là, il n'y a qu'à le voir, vous le voyez passer dans la rue. C'est un joueur assez fin, assez longiligne. C'est devenu un buffle. Et en plus, il est fort de la tête. Il régule le jeu. Il a un bon pied gauche. Voilà, comme tu dis, il n'y a rien de spectaculaire, mais quel joueur. Et je pense que sur Adrien J'aimerais insister sur un point. Alors, je sais ce qu'il va dire. Vas-y, Martin. Vas-y. J'aimerais insister sur un point, mais autour de cette table, je ne dis pas qui. Je dis simplement qu'il a les cheveux plus blancs que l'autre. Celui qui a dit ça, il y a quand même un mec qui voulait sortir, ça fait 4 ans qu'il veut sortir Tchouaméni du 11 des Bleus. Je dis ça, non. Je ne dis pas qui c'est. Mais t'es infernal à caricaturer, Martin, je suis désolé, mais non. Je dis que je suis frustré de l'évolution de la carrière d'Aurélien Tchouaméni, qui, à mon sens,
pouvait plus ressembler à un joueur comme Yaya Touré qui est en capacité de faire beaucoup de choses et que son choix de transfert au Real Madrid et sa situation en équipe de France a fait qu'on l'a cantonné à ce rôle de sentinelle qui est essentiel pour les deux équipes. Mais je suis frustré de voir que, à mon sens, ça aurait pu être un joueur exceptionnel en relayeur aussi, mais que son choix de carrière en a décidé autrement. Et il l'avait très bien résumé dans une très bonne interview de l'équipe au moment où il était encore avec Xabi Alonso, où il avait dit mais c'est juste, moi je fais ce que le coach me demande. Donc c'est juste de la frustration de ma part de me dire que j'ai pas vu le joueur que j'espérais voir à l'époque où il était à l'AS Monaco. Moi je suis d'accord avec Cyril. La flûtasse. Non, mais moi, j'aimais bien le Tchouaméni de 2022 qui allait, qui frappait au but. Voilà, moi, ça me manque un peu. Voilà. Mais après, je comprends. C'est sûr que dans l'analyse, on est obligé d'assumer et de prendre en compte ce que lui demandent ses entraîneurs. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi voir cette évolution-là plus longtemps. Non, mais en 2022, Tchouaméni, il a déjà un rôle à la Kanté et plus un rôle à la Pogba. Alors, il met son but face à l'Angleterre. Il met son but face à l'Angleterre qui raconte autre chose aujourd'hui. Il a un jeu long qu'il utilise beaucoup plus. Le jeu long vers Mbappé, la diagonale. Ouais, mais c'est déjà plus Pogba, il est déjà beaucoup plus restrictif. Non, mais moi, j'ai pas parlé de Pogba. Ce que je disais simplement, c'est que il était en capacité de faire des choses au milieu de terrain à cette époque-là, parce que sa personnalité réclamait ça et son évolution était comme ça. Là, on sent qu'il est rentré dans deux cadres en équipe de France et au Real Madrid. On lui a dit, t'es gentil Coco, mais en fait, il y a trop de talent devant pour que... On n'a pas besoin de toi, grosso modo. On n'a pas besoin que tu viennes marquer des doublés comme c'était le cas avec Monaco face à Toulouse, je crois. Vraiment, c'est pas le joueur qu'on veut. Nous, on veut un tank devant notre défense qui fait le boulot, qui équilibre l'équipe et qui coupe les attaques adverses. Donc, fine, je l'entends très bien et il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai le droit quand même d'être frustré de me dire que ce gars-là sait faire plus de choses que ce rôle un peu malheureusement mal vu parfois, que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est un meilleur joueur de football typiquement qu'un Casemiro par exemple, mais qu'il est cantonné à un rôle à la Casemiro. Moi, ce que je retiendrai quand même de ma carrière, les deux obsessions que je retiendrai de ma carrière, c'est Mbappé qui tire les corners et les coups francs, le Roma 2021 qui rend Maxime fou. Et le dernier Euro de Tchouaméni où Cyril veut le dégager à chaque... Alors là, pas. Mais l'Euro de Tchouaméni, on en a parlé avant. Il arrive blessé. Le 11 tourne en fonction de son retour, sauf qu'il n'est pas très bon à l'Euro. Donc moi, je veux bien qu'on en parle. Elle est folle cette passe décisive, Martin, parce que j'ai repensé ce matin les corners de Mbappé et j'ai lu chez nos confrères de l'équipe que Didier Deschamps, à un moment, lui avait dit d'arrêter de les tirer. Voilà. Bon. Je ne dis que ça. Ok. Merci Didier. Mais toi, t'as pas d'obsession, Martin. C'est pas toi qui nous avais dit que Gyökeres allait changer le visage de la Première Ligue. Ah mais pardon, mais j'avais oublié. Mais Arsenal, ils ont pas fait une finale de Ligue des Champions, ils ont pas gagné la Première Ligue. Pardon. Ils ont pas fait une saison depuis 20 ans. Non mais pardon. Pardon, Cyril Morin qui voyait Lyon en Ligue 2. Pardon. Ça va trop loin. Ça sort tous les dossiers. Ça va trop loin. On va parler de Keylor Navas. On parle de Neymar aussi un peu, non, on y va.